Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 26 octobre 2025. Cotonou s'apprête à accueillir demain, lundi, la 6e édition du sommet Climate Change Afrique, placée sur le thème énergie renouvelable, adaptation et biodiversité, enjeux et perspectives. Cette rencontre internationale va réunir des acteurs locaux, experts, décideurs politiques et partenaires au développement autour des défis climatiques du continent africain. Avec l'ancien ministre Luc Nyakadja, nous allons évoquer ensemble les préparatifs, enjeux et surtout les retombées attendues de ce rendez-vous continental sur le climat. Un autre rendez-vous attendu pour demain, c'est le démarrage de la session d'octobre 2025 de l'examen du certificat de qualification au métier. Près de 42 000 candidats répartis sur l'ensemble du territoire national prendront part à cet examen. Mais avant le lancement des épreuves, il y a des assurances à apporter aux parents. Justin Huessou, son nom, est élu consulaire à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Il sera également avec nous. Dans la troisième partie de cette émission, juste après la revue de presse hebdomadaire de Ashiongokani, à Siongbon, nous aurons deux temps forts. D'abord, le décryptage de l'actualité nationale avec Sergino Lokosu, analyste politique et journaliste au quotidien, le matinal pur, l'artiste de la semaine. Précieuse Nadi répond à notre invitation ce dimanche. C'est une figure montante de la scène musicale béninoise que nous allons découvrir sur ce plateau. Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous préférer pour vous informer tous les dimanches quand ils sont 13h au Bénin. Vous êtes à la bonne adresse. Installez-vous confortablement. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, bientôt 250 assistants en position probatoire pour servir dans les universités publiques du Bénin seront recrutés. Le test de sélection a été lancé ce samedi par les ministres du Travail et de la fonction publique, de l'enseignement supérieur et celui en charge de la santé. C'était au CEU Saint-Rita à Cotonou. On en parle dans un instant. On parlera également de la séance de validation du plan stratégique de construction de l'abattoir moderne de Parakou. C'est une phase importante du projet qui intervient après la remise de site en juillet dernier. La séance de validation s'est déroulée à la mairie de Parakou en présence des cadres du ministère de l'Agriculture, de la direction de l'élevage et celle du cadre de vie. Images et reportages à suivre. À suivre également les temps forts de la cérémonie de remise de l'eau aux gagnants du jeu Move Cash Plus pour le compte de cette première phase de l'offre le DIC du réseau de téléphonie mobile. La deuxième voiture mise en jeu a été remise à sa nouvelle propriétaire et l'émotion était forte. Vous allez le voir dans quelques minutes. On démarre avec le point de l'actualité. Les ministres de la fonction publique, de l'enseignement supérieur et de la santé ont procédé ce samedi au lancement officiel du test de recrutement de 250 assistants en position probatoire pour servir dans les universités publiques du Bénin. Au total, 1070 candidats ont composé pour tenter de décrocher de place dans cette première vague en quête d'excellence dans tous les secteurs de la vie socio-économique du pays. Le gouvernement a mis en place ce nouveau processus de sélection des assistants pour garantir la qualité des enseignements. Les épreuves ont été officiellement lancées au CEU Saint-Rita. C'est ici à Cotonou. Les précisions sont avec Vigila Rodeyon. Au collège d'enseignement général de Saint-Rita ce samedi, ça grouille autour des affichages, passage obligatoire pour les candidats, venus de grand matin consulter les listes, identifier leur salle de composition et se mettre en position avant de recevoir les premières épreuves. Des épreuves du test de sélection des assistants en position probatoire au profit des universités publiques du Bénin. Un nouveau processus désormais mis en place par le gouvernement pour garantir la qualité des enseignements dispensés dans ces universités. Par le passé, il faut le rappeler, la sélection des enseignants du supérieur se faisait pratiquement sur étude de dossier. Le nouveau processus mis en place comporte deux phases. Une phase de composition écrite et une phase d'entretien oral. Le tout assorti d'une note éliminatoire
et d'une note plancher pour être déclaré admis. Qui vous souviennent que compte tenu d'un certain nombre de difficultés et de plaintes qui ont été formulées sur l'ancienne méthode d'évaluation, le gouvernement a mis en place un nouveau système de recrutement. Et ce nouveau système découle bien entendu d'une stratégie de développement et de promotion de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Après l'étude des dossiers préalables au lancement de chaque concours, 1070 candidats, dont 4 cinquièmes pour les candidatures masculines et 1 cinquième pour celles féminines, ont donc été autorisés à composer. Ce sur quoi je voudrais insister ce matin, c'est par rapport à l'effectif qui a été consacré aux écoles universitaires. Comme vous avez pu le voir, je disais tantôt que ça fait pratiquement le 5e. Parce que derrière, il faut dire que la demande est également très forte. Chaque famille béninoise voudrait bien avoir son petit docteur. Et ça fait que, quand on regarde dans le rétroviseur depuis 20 ans, plus de 20 ans, où en faculté de médecine, par exemple, on avait à peine 50 qui étaient élus pour entrer à la faculté. Aujourd'hui, nous sommes à des effectifs de plus de 250. Des 1070 candidats qui planchent aujourd'hui pour ce concours, 250 seront finalement retenus et mis en position probatoire pour servir comme assistants dans les universités publiques du Bénin. Je l'ai annoncé en titre, le projet de construction de l'abattoir moderne de Parakou franchit une nouvelle étape et vous allez le voir après la remise de site en juillet dernier. Le plan stratégique de construction de cette infrastructure a été validé, ceci à la faveur d'une séance de travail tenue jeudi dernier à la mairie de Parakou, une séance qui a connu la participation des cadres du ministère de l'Agriculture, de la direction de l'élevage et bien d'autres parties prenantes. Reportage. C'est à travers une présentation détaillée, image à l'appui, que le groupement de cabinets chargé de réaliser les travaux a exposé les caractéristiques du projet ainsi que les différents plans possibles à l'assistance. Un travail purement technique, mais aussi consultatif. Aujourd'hui, c'est la phase, on peut dire la deuxième phase, qui est une phase de recueil des contributions et des observations des différents partenaires au projet. Et ces différents partenaires au projet, donc ça va depuis le marchand de viande, en passant par le boucher, jusqu'aux donneurs d'ordre, qui sont le gouvernement, en passant effectivement par la mairie de Parakou, par la direction de l'élevage, etc. Donc toutes ces personnes-là s'y présentent aujourd'hui, vont nous donner des observations sur la conception que nous avons faite sur l'abattoir moderne de Parakou. Ensemble, les différentes parties prenantes ont évalué les normes sanitaires, environnementales et de sécurité requises pour enfin retenir un plan consensuel. C'est un ouvrage qui coûte plus de 5 milliards et donc ça nécessite de prendre toutes les mesures pour que l'infrastructure soit durable. De ce qui est présenté, on voit qu'ils n'ont rien prévu pour les viandes qui seraient saisies par le vétérinaire. Il y a parfois la carcasse entière qui est saisie. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Le plan technique de construction validé suivra ensuite d'autres étapes indispensables dans la concrétisation de ce projet. Ces études ont également plusieurs phases. La toute première phase pour laquelle nous sommes là ce matin, c'est la phase avant projet sommaire. Donc le consultant est venu sur le terrain, fait la collecte d'informations, fait ses relevés et nous a produit un rapport d'avant projet sommaire que nous sommes venus valider ce matin. Les observations maintenant seront prises en compte pour nous donner maintenant un avant-projet détaillé qui va permettre maintenant d'élaborer le dossier d'appel d'offres pour recruter l'entreprise qui va construire l'abattoir. Donc il reste encore 2 pas franchis avant qu'on ne voit les machines déployées sur le terrain. Évalué à 5,5 milliards de francs CFA, l'abattoir moderne de Parakou est porté par le gouvernement béninois avec l'appui financier de la Banque africaine de développement. L'ouvrage permettra de moderniser le secteur de la boucherie dans la cité de Kobourou. Toujours dans l'actualité, 2 plaidoyers pour la révision du code électoral et du code numérique en vigueur en République du Bénin et un manifeste pour les droits humains. Ce sont les 3 documents qui ont été officiellement présentés à la presse mardi dernier à Cotonou par la représentation nationale d'Amnesty International. L'initiative qui intervient dans le cadre de la célébration de la journée africaine des droits de l'homme vise à inciter les décideurs politiques à une meilleure protection de l'humain. Reportage. Nous donnons de plus en plus les moyens pour
expliquer ce que nous faisons en dehors des rapports et des communiqués que vous connaissez. Amnesty International Bénin pousse son activisme au-delà des frontières de la publication de rapports et communiqués sur les cas de violation des droits humains. C'est dans cette dynamique que l'Organisation de défense des droits de l'homme procède à la présentation de 2 documents stratégiques. Un plaidoyer pour la révision du code pénal et un autre pour la relecture des dispositions du code numérique restreignant la liberté d'expression et le droit des médias. Le premier cible des articles portant sur les attroupements armés et non armés. Nous avons travaillé sur l'article 237. Cet article dit est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public tout attroupement armé. Tout attroupement non armé interdit qui pourrait troubler la tranquillité publique. Nous avons proposé de prévoir un délai pour la réaction des autorités, de prévoir une disposition sur le recours judiciaire en cas d'interdiction. En ce qui concerne le second plaidoyer, il identifie entre autres des dispositions relatives à l'enregistrement d'images, le harcèlement par le biais d'une communication électronique et l'incitation à la rébellion. Le deuxième, c'est l'article 650, harcèlement par le biais d'une communication électronique. C'est à 3 niveaux cet article-là. Et l'une des conséquences que ça pourrait avoir, c'est que déjà il faut remarquer que les expressions détresse émotionnelle que cet article-là évoque et harcèlement ne sont pas définies. Ce qui pourrait donner libre cours à des interprétations abusives. À ces présentations s'ajoute celle de manifeste pour les droits humains 2026-2031 en prélude aux élections générales de 2026. Il est de notre coutume maintenant à Amnesty International et avec les partenaires qu'à la veille de chaque élection, de chaque rendez-vous électoral, de proposer un document de position ou de plaidoyer qui vise à engager les partis politiques et les candidats aux différentes élections sur leur capacité à protéger les droits humains quand ils seront élus. Les 3 documents, objets de cette conférence de presse, ont d'ores et déjà été remis aux différents acteurs concernés par leur application. Des droits humains, on parle santé à présent. Vous le savez, nous sommes dans le mois d'octobre, moment par excellence dédié à la lutte contre le cancer du sein. La Société béninoise d'énergie électrique s'inscrit dans la dynamique nationale pour combattre le mal. Elle a en effet initié une matinée de sensibilisation des femmes du secteur de l'énergie sur cette pathologie qualifiée de tueuse silencieuse. La science vise à informer, promouvoir et créer un espace de dialogue et de solidarité autour de la santé féminine. Elle a eu lieu ce vendredi à Cotonou en présence du directeur général de la SBEE. Explication, Florence Boussa. La Société béninoise d'énergie électrique sensibilise sur l'importance du dépistage du cancer du sein. En ce mois d'octobre rose, elle affiche encore sa volonté de promouvoir le bien-être, la santé et la prévention chez les femmes du secteur. Une matinée spéciale donc pour informer le personnel féminin sur les moyens de prévention et de détection de cette tumeur maligne. Au sein de la Société béninoise d'énergie électrique et plus largement dans le secteur de l'énergie, nous sommes fiers de compter parmi nous des femmes fortes, des femmes talentueuses, des femmes déterminées, mais aussi des femmes vulnérables. Et une collaboratrice en bonne santé, c'est une force vive pour l'entreprise et pour la nation tout entière. L'objectif de cette rencontre n'est pas de vous alarmer, mais de vous donner les outils et les connaissances pour agir. Grâce à la présence des professionnels de la santé, nous allons comprendre ensemble l'importance de l'autopalpation, des examens réguliers. Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme, mais aussi ce que l'on dépiste et que l'on soigne le mieux. La SBEE croit donc que la santé des femmes est une énergie à préserver. L'atelier de sensibilisation de ce matin s'inscrit donc dans notre volonté de faire de la santé la priorité essentielle, une des priorités essentielles pour notre personnel. Parce qu'un collaborateur en bonne santé contribue efficacement au résultat de l'entreprise.
un collaborateur en bonne santé permet aussi à l'entreprise d'atteindre ses objectifs assez rapidement. En définitive, la SBE ne peut être très forte que si ses collaborateurs sont en très bonne santé. Le cancer du sein, mieux comprendre pour mieux prévenir. Le cancer du col de l'utérus et la confiance en soi sont les communications au cœur de cette séance, sans oublier les échanges avec les participantes. Dans le reste de l'actualité à présent, l'opérateur de téléphonie mobile Celtis Bénin célèbre ses noces de froment et vous allez le voir, 3 ans d'impact qui ne sont pas passés sous silence. Les responsables du réseau et le personnel se sont donné rendez-vous pour célébrer l'événement avec leurs partenaires. Lesquels partenaires ont été gratifiés à l'occasion. Et pour marquer ces 3 ans d'existence, une nouvelle gamme donc a été lancée. Le nom c'est bien Celtis Fide qui a été lancé. On va faire le point avec Ingrid Der. 3 ans déjà que l'aventure a démarré avec Celtis Bénin. 3 ans d'engagement, d'innovation qui lui ont permis d'impacter plus de 5 millions d'abonnés. Une fierté que célèbre le réseau de téléphonie mobile autour de ce gâteau d'anniversaire avec ses partenaires. Magnifique, merci. Oui, nous devons être fiers, mais moi je suis encore plus enthousiaste à l'idée de tout ce qui nous attend demain. Je suis encore plus enthousiaste par rapport aux défis que nous avons devant nous. Des défis de collectivité, certes, mais avant tout, des défis pour fidéliser les clients. Ce que vous faites chaque jour, et je voudrais vous féliciter, et le directeur général et l'équipe DEC qui est passée tout à l'heure. Cela traduit à quel point vous avez compris que le client est roi. L'autre moment fort de la célébration des noces de froment du réseau, c'est le lancement de Celtis Fide, une nouvelle offre qui vient s'ajouter à la panoplie de gamme de services que Celtis Bénin propose à ses clients. Celtis Fide a été lancé pour fidéliser nos clients et les remercier d'être à nos côtés au quotidien. Nous sommes reconnaissants pour tout le chemin qu'on a parcouru ensemble et Celtis Fide vient pour pouvoir répondre à cette satisfaction client que nous avons et leur dire merci. Merci à travers un certain nombre de points qui vont pouvoir accumuler, qui vont pouvoir convertir afin de pouvoir accéder avec cette conversion-là à des bonus, à des offres top appel, à de la data internet, etc. et à des lots plus importants. Devenir un acteur majeur de l'écosystème numérique béninois, c'est désormais l'ambition de Celtis Bénin. Et pour y arriver, le réseau compte miser sur l'engagement de ses partenaires, gratifiés à l'occasion. Il s'est également gratifié ses partenaires de la plus belle des manières. Le réseau de téléphonie mobile Move Africa Bénin fait encore des heureux à travers son jeu Move Cash Plus. Au nombre de 3, ils sont entrés en possession de leur lot dans l'après-midi du vendredi 24 octobre au Carrefour Sainte-Cécile dans le 6e arrondissement de Cotonou. À l'occasion de cette cérémonie, comme je l'avais annoncé, la deuxième voiture mise en jeu a été remise à sa nouvelle propriétaire. Regardez. Dame Geneviève Arozonde est l'heureuse gagnante de la deuxième voiture Toyota Starlet Cross, mise en jeu par Move Africa dans le cadre de son offre ludique Move Cash Plus. Tout comme elle, les gagnants des 2 derniers iPhone 16 ont également reçu leur lot. Le jeu, j'y jouais sans y tailler trop d'importance. Même quand les agents m'ont appelé pour m'informer que j'ai gagné, je n'y croyais pas jusqu'à ce que je vienne voir la voiture ici. J'invite tous ceux qui sont sceptiques à y croire et à jouer massivement. J'ai gagné un iPhone grâce au jeu que Move organise. Ce n'est pas de l'arnaque, c'est effectif. Voilà mon iPhone 16 dans mes mains. Je suis très contente, même si actuellement ça ne se lit pas sur mon visage, je ne sais pas pourquoi, mais dès que je vais quitter ici maintenant, je vais commencer par danser. Je suis très contente d'avoir gagné l'iPhone 16 et j'invite tous ceux qui me regardent actuellement
à jouer plusieurs fois aussi pour maximiser leurs chances de pouvoir remporter soit l'iPhone 16, soit le véhicule, soit l'argent. Pour cette première phase du jeu, 6 motos de marque Sanelli, 2 voitures et 6 iPhone 16 ont été distribués. La cérémonie de remise de lot au dernier gagnant marque le début de la deuxième phase du jeu. Elle consiste tout simplement à gagner 100 000 francs CFA chaque 3 jours, un billet d'avion pour un voyage au Maroc pour la CAN 2025 chaque 7 jours. Donc à la fin du grand jeu, nous aurons un gagnant qui repartira avec la coquette somme de 10 millions de francs CFA. Donc nous vous invitons tous à participer et à maximiser vos chances en tapant étoile 172 dièse pour vous inscrire gratuitement et à répondre à un maximum de questions de culture générale. Il faut dire qu'une voiture reste en jeu pour définitivement clore avec la phase 1 du jeu Move Cash Plus, dont le but est de récompenser la fidélité des abonnés. C'était donc le dernier sujet du point de l'actualité. On reste sur place, le grand format va se poursuivre. La page invitée, c'est dans un court instant. On va commencer à parler de ce rendez-vous continental dédié à la préservation de l'environnement. C'est la 6e édition du sommet Climate Change Afrique 2025. Tout se met en place de l'autre côté du palais des congrès de Cotonou. Vous allez le voir, on en saura davantage avec l'ancien ministre Luc Nyakadia. Il est le vice-président de l'association Climate Change. On va l'installer avec le ZAP 3. Réalisation Teddy Goudalo. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Permettez-moi de manifester ma reconnaissance envers les équipes des partis UPR et BR, leur président, et les parrains qui ont bien accepté de nous offrir cette occasion. La FCBE est de l'idéologie socio-démocrate. Et lorsque vous voyez dans un pays les républicains, les progressistes et les sociaux-démocrates adhérer au code électoral pour participer à une compétition, sachez que seul le pays compte. Leur mobilisation est forte derrière le candidat Romuald Ouadagne. Les femmes du septentrion résidant à Cotonou ont tout fait de manifester leur soutien au candidat unique de la mouvance à la succession de Patrice Talon.
Rassemblés derrière leur leader Rafiatou Karim, plus connu sous le pseudonyme de Miss Talent, elles ont exprimé leur gratitude à l'endroit du chef de l'État pour ce choix. Merci à notre cher papa, notre cher président, notre mari, notre grand frère, notre Agbono de Agbono. Notre objectif, c'est comment l'aider à prendre le pouvoir. Les jours à venir, vous serez appelés. Le candidat viendra. Comme c'est le candidat du parti, nous allons le présenter également à vous, citoyens de Calavi, à vous, camarades militants, UPR, BR de Calavi, le candidat vous sera présenté ici. Tout le corps social est présent aujourd'hui pour accompagner la candidature de notre candidat, le ministre d'État Romuald Wardai, pour les prochaines élections. Nous allons gagner les élections au premier tour. Comment fait-on un chaos? La question est là. Pour dire que le chaos est impossible, il faut savoir d'abord ce qu'est un chaos et comment on fait un chaos. Je dis que c'est dommage. Je me dis que s'ils avaient été un parti plus fort que ça, que nous ne serions pas en train d'observer ce que nous observons. Les démocrates n'est pas un parti fort. Ils pourraient, à travers les prochaines élections, mais actuellement pas encore. Vous avez l'esprit de la loi, c'est que quand un parti n'est pas vraiment d'envergure nationale, que le parti n'ait aucun élu dans les assemblées de décision. Et que ce parti, s'il n'est pas d'envergure nationale, qu'il ne puisse pas parrainer. L'arrivée groupée des membres du groupe parlementaire Les Démocrates dans un minibus est une image forte de la solidarité et de la cohésion de leur bloc. Ils se présentent non pas en tant qu'individus, mais comme une force unie respectant un protocole commun pour franchir cette étape cruciale. Nous sommes là et nous représentons le peuple et nous demandons au peuple d'être calme, d'être serein, que tous les formulaires seront vraiment donnés au parti Les Démocrates pour que le candidat qui sera choisi pour notre parti, nous tous, nous sommes unis pour le parrainer. Le droit de parrainage est associé à chaque individu qui l'exerce dans le cadre de la loi. Donc on n'a pas cette compréhension. Non, tout le monde a cette compréhension. Donc on pense que ça revenait au parti politique. Non, si ça revenait au parti politique, le code l'aurait dit. Le reste participe de la discipline interne de chaque parti. Mais en le faisant ainsi, est-ce que vous rendez le parti vraiment fort comme vous l'avez? Non, mais laissez, je vais répondre aux questions parce que c'est ça. Parce que quand on va dans la loi et qu'on n'explique pas, après ça va être difficile. D'accord, allons-y. Je dis que les tests ont été conçus pour que le parrainage demeure individuel, mais encadré. Par le passé, il était loisible et il faut apprendre des expériences passées. Il était loisible à quelqu'un d'aller parrainer quelqu'un qui n'est pas de son bord. Énergie renouvelable, adaptation et biodiversité, enjeux et perspectives, c'est le thème retenu pour la 6e édition du sommet Climate Change Afrique 2025. Cette rencontre internationale qui va réunir à Cotonou des acteurs locaux, experts, décideurs politiques et partenaires au développement autour des défis climatiques du continent africain. Le sommet se veut un espace d'échange et d'action concrète pour accélérer la transition écologique des territoires africains, pour parler des préparatifs et surtout les enjeux et les retombées attendu de cet important rendez-vous continental. J'ai sur ce plateau un homme au cœur donc du comité d'organisation, Monsieur Luc Nyakadia. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Architecte de formation, vice-président de l'association Clement Chance, ancien ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies et j'en passe. Bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, pourquoi justement ce sommet, monsieur le ministre? Ce sommet est conçu pour mobiliser les acteurs dits non étatiques, en fait, les acteurs de chacun de nos pays qui se réunissent pour coordonner leurs engagements, s'accorder sur comment plaider, d'abord comment faire valoir ce qui s'est fait, et comment plaider ce qui reste à faire en prélude à la conférence des parties. Donc ce sommet-ci se tient cette fois-ci à Cotonou. Le premier sommet a eu lieu à Agadir en 2017 parce que Climate Change est né juste après l'accord de Paris en 2015. Ça s'appelle Climate Change. Ça signifie qu'il est question de faire en sorte que le changement climatique, avec les vulnérabilités, soit transformé en opportunité. Donc, dans les territoires, dans nos pays, tous les acteurs, les scientifiques, le secteur privé, la société civile et les acteurs décentralisés se réunissent pour voir où sont les défis, quelles sont les solutions possibles et partager les choses que l'on sait faire déjà ailleurs et ensuite se projeter sur comment on relève les défis restants. D'accord. Et pourquoi le choix de Cotonou comme pays hôte pour cette 6e édition? Moi, je suis heureux que ça se passe à Cotonou et pour plusieurs raisons. Oui. Le Bénin, en ce qui concerne la gouvernance de l'environnement, quand on a fait des comparatifs au niveau de l'Afrique, le Bénin fait partie des premiers de la classe en termes d'écosystème pour avancer. Nous avons de vrais défis parce que les chocs climatiques sont des chocs qui sont systémiques et qui peuvent amenuiser nos projections et nos potentialités de croissance à venir. Donc il est important que nous puissions agir. Au Bénin, par exemple, le gouvernement a l'obligation, dans chaque projet de budget, de clairement dire ce qu'il compte faire, ce qu'il a fait, ce qu'il compte faire pour faire face au choc climatique. Les acteurs décentralisés sont aussi autorisés à objecter et à proposer. Maintenant, quand on a un écosystème comme celui-là, comment on l'utilise au mieux? Et aussi comment on amène d'autres à apprendre ce que nous faisons. Et nous aussi à apprendre des autres. Donc c'est pour ça que je me réjouis qu'après Agadir, après Accra, après Dakar, après Abidjan, que Cotonou accueille la 6e édition. Alors, qu'est-ce qui justifie le thème que vous avez retenu pour cette édition? Énergie renouvelable, adaptation et biodiversité, enjeux et perspectives. Vous vous souvenez de cette métaphore du président Talon qui a dit que l'énergie est le sang de l'économie. Pour que notre territoire prospère, cette énergie doit être renouvelable. Sa production doit être de nature à préserver l'environnement et à préserver la biodiversité. Elle doit être bien répartie, donc décentralisée pour que tout le monde puisse y avoir accès. Elle doit aussi soutenir la nécessaire adaptation au choc climatique. Donc la production de l'énergie est au cœur du défi africain qui est celui de s'adapter au choc climatique, de les transformer en opportunités et de faire une croissance résiliente et durable. Donc, le thème, c'est énergie renouvelable comme défi transversal et opportunité transversale de fait pour faire face aux défis climatiques, aux défis de la perte de la biodiversité pour assurer une croissance inclusive et durable. Et quels sont les pays ou acteurs internationaux qui sont attendus à ce rendez-vous? Nous avons déjà plus de 1000 inscrits. Ah oui. Et il y a plus de 15 pays africains qui sont présents. Il y a plusieurs pays occidentaux qui sont présents. Il y a aussi des réseaux de scientifiques et des maires qui sont présents. Nous attendons, comme d'habitude, chaque sommet produit une feuille de route à partir non seulement de ce qu'il faut faire pour le thème retenu, mais une feuille de route qui permet à chaque acteur rentrer chez lui, de pouvoir l'utiliser pour ses propres actions, et en même temps, quand on se retrouve à la COP, de l'utiliser pour peser sur les décisions de la COP. C'est ainsi que, par exemple, je me souviens de la feuille de route de Yaoundé,
qui a été sur l'habitat durable. Elle s'est retrouvée comme une feuille de route centrale lors du Forum urbain mondial qui a eu lieu au Caire. Donc c'est cette capacité, cette force de proposition et de plaidoyer qui permet non seulement de faire à l'international, mais de faire chez soi. Je voudrais préciser une chose. Oui. En Afrique, on a ce biais de perception qui veut que le financement du changement climatique est un financement qui vient d'ailleurs, qui est extérieur. Il nous faut guérir de il nous faut enlever ce biais-là. Parce que si quelque chose vous frappe et est systémique, vous devez y faire face avec tout ce que vous avez comme système. Donc, le financement du changement climatique, c'est le financement du développement. Chaque investissement dépensé, chaque million de francs CFA dans une infrastructure, dans un système mis en place doit être climato-compatible. C'est certainement à l'aune de cette transformation-là que nous pouvons construire l'Afrique que nous voulons. Et donc le Bénin que nous voulons. Effectivement. Et en quoi est-ce qu'on va dire le changement climatique peut-il être une opportunité pour les pays africains, y compris le Bénin? Je me souviens, il y a, je crois, 5 ou 6 ans, le président de la Chambre de commerce m'avait invité pour m'adresser aux hommes d'affaires sur quel intérêt ils pourraient avoir à regarder de près les dispositions de l'accord de Paris. Moi, tout naturellement, j'ai commencé à leur parler d'adaptation au changement climatique. Parce que j'ai conçu qu'une entreprise qui ne s'adapte pas est une entreprise en péril. Mais j'ai vu, en les observant, que je perdais mon auditoire. Et je me suis avancé vers l'un d'entre eux en disant, mais monsieur, s'il vous plaît, dans quel secteur d'activité vous êtes? Il m'a donné son secteur. Et qui est un secteur qui consomme beaucoup de maïs. Je dis, où est-ce que vous achetez, où est-ce que vous approvisionnez en maïs? Il me dit, Banté sa zone. Je lui dis alors, savez-vous qu'entre 2000 et 2010, la productivité du maïs dans cette zone-là a baissé de 10% et corrobore la baisse de pluviométrie. Il dit, ah, je ne savais pas. Je dis, ne craignez-vous pas que cette baisse-là puisse mettre en péril votre chaîne d'approvisionnement? Il dit, bien sûr. Mais pourquoi vous dites adaptation? C'est du risque climatique. Je dis, très bien, monsieur, nous allons parler de risque climatique. Donc, vous voyez, une entreprise qui ne sait pas que là où elle s'approvisionne, elle pourrait se retrouver simplement en péril, simplement parce que ceux qui l'approvisionnent ne pourraient pas, à l'avenir, continuer de l'approvisionner. Donc, la nécessité de connaître la nature du risque, de connaître son occurrence et de pouvoir anticiper cette occurrence-là pour changer ce que l'on fait, la manière de le faire, adopter de nouvelles choses ou changer éventuellement d'activité et programmer cela. C'est comme ça qu'on transforme le risque en opportunité. Il y a donc des opportunités pour les entreprises. Il y a des opportunités pour les entreprises qui passent d'abord nécessairement par la connaissance du risque, de sa nature, de son occurrence. Et ensuite, par les options que l'entreprise peut avoir pour, par exemple, se prémunir. Prenons un autre exemple. Si vous avez une grande ferme dans une zone et vous êtes en amont pas dans la zone et que vous souffrez d'inondations, si vous faites bien votre protection contre l'inondation, ceux qui sont après vous en aval vont aussi en bénéficier. Donc, que l'État, par exemple, subventionne une partie de vos investissements en le dérisquant pour que vous puissiez en faire davantage et comme une façon de rémunérer le bien public que vous générez ainsi pour les autres dans la commune, c'est un bon investissement. Alors, quelle est la place que vous réservez dans tout ça aux collectivités territoriales, à la jeunesse et également à la société civile? Elles sont en première ligne. Les collectivités territoriales, puisque nous voulons apporter la voix des territoires à la COP. Tout ce que nous produisons est une façon de refléter les défis des territoires, mais aussi de refléter ce que font les territoires. L'Afrique a beaucoup à apprendre, mais aussi beaucoup à donner en termes d'adaptation au changement climatique. L'Afrique a des pratiques qui sont résilientes et des pratiques même qui sont frugales, mais qui sont résilientes parce que l'Afrique n'a pas eu le choix. C'est aujourd'hui que les Occidentaux, par exemple, apprennent ce que c'est que l'adaptation. Nous, on n'a pas eu d'autre choix que de s'adapter parfois à l'insu de notre plein gré. Donc, capitaliser ce que les populations savent faire, ce que les communautés savent faire dans les actions de développement pour pouvoir investir davantage et les mettre à l'échelle, c'est un des défis que nous avons. Donc, faire venir ceux-là pour qu'ils puissent dire voilà ce que nous faisons. Quand, par exemple, dans un bas-fond, il y avait une fois une dame de Ndali qui est venue à une rencontre ici à Cotonou lors de l'élaboration du plan d'action d'adaptation du Bénin et
quand elle a appris que l'information sur la sécheresse qui a frappé son bas-fond et qui a fait que sa production de riz a baissé, elle a dit mais pourquoi moi je n'ai pas eu l'information? Parce que si je l'avais eu, j'aurais fait. Et elle a dit ce qu'elle aurait pu faire. Donc là, elle sait ce qu'elle va faire, mais elle n'avait pas l'information. Donc, vous voyez, anticiper et donner la parole. Les jeunes sont aussi en première ligne. Il y aura une caravane de jeunes, une caravane de la sous-région qui va venir à Cotonou et qui va exprimer précisément la voix des jeunes, leurs défis et leur envie de contribuer et comment ils contribuent déjà, comment ils entendent contribuer, comment on pourrait porter cette contribution. En dehors du thème central, est-ce qu'il y a des thématiques spécifiques qui seront développées? Oui, bien sûr, la thématique centrale, c'est celle-là, c'est les énergies renouvelables. On va la traduire dans l'habitat, on va la traduire dans des problématiques liées par exemple à l'agriculture, des problématiques liées à l'action dans les territoires. Comment est-ce qu'une commune fait et quels sont aussi les moyens, les disponibilités et les mécanismes de financement. Parce que parfois, pas toujours, mais parfois les mécanismes existent, mais l'information et la manière d'y accéder, on peut dire que soit les pays africains, en tout cas, consomment très peu, à peine 3% du financement climatique vient en Afrique, pour l'essentiel parce que c'est très compliqué, aussi parce que nous ne sommes pas assez informés pour y faire face. Donc il est important que nous vulgarisions l'information, nous la mutualisions et nous facilitons l'accès de chacun à ces informations. Est-ce qu'il y a des retombées, on va dire, économiques et même environnementales donc, pour Cotonou? Ah oui, il y a déjà le fait de prendre conscience de ce que l'on fait, qui est un acquis incroyable. Hein. Quand vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne serez pas en mesure d'en faire davantage. Quand d'autres viennent à vous pour dire ce que vous faites nous intéresse et que vous avez l'occasion d'élaborer davantage là-dessus, c'est un atout. Et les autres retombées sont les retombées liées au fait que, par exemple, à Cotonou, il y aura le lancement de la coalition des villes côtières d'Afrique, qui est une suite au sommet, à la conférence des Nations Unies tenue à Nice sur les océans. Cette coalition-là va permettre d'accorder les violons pour plaider la question de l'érosion côtière. Il fut un temps, dans les années 2000, où les partenaires au développement ne comprenaient pas que l'érosion côtière était un problème de croissance, d'accélération de la croissance et de réduction de la pauvreté. Dans les années 2000, mais aujourd'hui, ça commence à venir. Mais comprendre comment ça se fait au Sénégal, comment ça se fait en Namibie, et comment ça se fait au Togo, et comment ça se fait chez nous, comparer les résultats par rapport aux investissements, et pouvoir ainsi faire mieux ou faire différemment, c'est aussi... Le sommet peut-il donner lieu à des engagements concrets ou une déclaration finale? Il y aura une déclaration finale qui va porter précisément, qui va en fait mettre en lumière les différents points de constat et de résolution et d'engagement des acteurs. C'est une résolution, une déclaration pardon, qui est l'un des éléments de chaque sommet. Et il y aura aussi des coalitions, je peux vous parler de la coalition sur les villes côtières. Et il y aura les actions que chaque participant peut avoir en termes de contact avec d'autres participants. Par exemple, on appelle ça le B2B, mais quand vous rencontrez quelqu'un qui a les mêmes défis que vous et qui lui a des solutions que vous n'avez pas, ou que vos solutions pourraient l'intéresser, et que vous mettez ensemble pour faire ensemble ou faire différemment quand c'est nécessaire, ça aussi, c'est un atout de... D'accord, les travaux vont s'ouvrir demain. Alors, est-ce que tout est déjà au point? Tout est au point, comme je vous disais. Nous attendons plus de 1000 personnes. Ça va être l'une des plus grandes participations des sommets Climate Change Afrique. Nous attendons une diversité d'acteurs, de partenaires et de participants aussi. Et tout est prêt. D'accord. Un mot à l'endroit, on va dire, de la population béninoise et même donc ceux qui sont disposés à participer à ce sommet. Je voudrais que nous nous informions sur le défi climatique tel qu'il nous frappe dans ce que nous faisons. Cette exigence d'information, c'est l'exigence de chacun. Un entrepreneur doit le savoir, un agriculteur doit le savoir, une collectivité doit le savoir. Et en sachant cela,
faire en sorte d'avoir accès à l'information. Et le rôle de la puissance publique, c'est de faire en sorte que l'information soit disponible et que les données d'alerte, chaque fois que c'est nécessaire, fonctionnent bien et que l'alerte soit dans un format que celui qui en a besoin comprenne. Mais s'informer est un impératif de chacun. Et la responsabilité d'agir en fonction du risque auquel vous êtes exposé est aussi une responsabilité de chacun. D'accord. Merci à vous, Monsieur Luc Nyakadja, architecte de formation, je le disais, vice-président de l'association Clément Tchens, ancien ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme et ancien sous-secrétaire général des Nations Unies. On va prendre le rendez-vous pour demain à partir de quelle heure? 10h. Au Palais des Congrès. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, de l'environnement, on va parler artisanat avec l'examen du certificat de qualification au métier qui va démarrer demain lundi sur l'ensemble du territoire national. On en discute avec Justin Rouessou. Son nom, il est élu consulaire à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. L'entretien, c'est juste après cette courte pause. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Mathéo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire. Mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir, Et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Le certificat de qualification au métier est une étape clé dans la valorisation du savoir-faire des artisans béninois. Chaque session mobilise des milliers d'apprentis issus de divers corps de métiers désireux d'obtenir une reconnaissance officielle de leurs compétences. 41 913 candidats planchent demain sur l'ensemble du territoire national pour l'obtention du CQM à la veille du lancement de la session d'octobre. Nous recevons un élu consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin pour faire le point des préparatifs, les innovations de cette édition et aussi les enjeux liés à la qualification professionnelle dans le secteur de l'artisanat. Il est déjà installé, Monsieur Justin Rouessou. Son nom. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, merci d'être avec nous. On va commencer par parler donc de ce certificat. Dites-nous, quelle est son importance? L'importance du certificat de qualification au métier, cela témoigne que le bénéficiaire quand même a suivi une formation. C'est ça qui sanctionne la formation professionnelle. Qu'il vous souvienne, depuis les années 2014, il y a l'EFAT qui est venu mettre fin au diplôme traditionnel qu'on délivrait aux apprenants. Et ce sont les collectifs qui organisaient le CQM. Mais arrivé à un moment donné, cela a commencé par susciter quand même une dichotomie ignoble qui ne dit pas son nom. Les gens n'arrivaient plus à se comprendre, mais l'État a quand même tapé du poing sur la table. À travers le décret 2022-389 du 13 juin 2022 portant certification des formations professionnelles par apprentissage en repris du Bénin, l'État
a confié l'organisation des examens du CQM à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin avec l'appui technique de l'ADEC. Donc, l'État a récupéré l'organisation des examens du CQM. Et quand le rythme change, normalement, la cadence aussi doit changer. Mais les gens se trompent parfois d'époque et pensent que les examens du CQM rénovés s'organisent encore cette fois-ci de la même manière comme si ce n'était pas le passé. Lorsque l'examen est confié à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, la Chambre ne s'est pas jetée dessus. Il y a eu plusieurs ateliers pour réfléchir et poser le diagnostic par rapport aux défis à relever. Et c'est ça qui a suscité quand même la proposition de 3 différents arrêtés interministériels. Ces 3 différents arrêtés interministériels encadrent le financement, l'organisation et les conditions d'organisation de l'examen du CQM. Et quelles sont les dispositions prises donc, par la Chambre des métiers de l'artisanat cette année pour assurer un bon déroulement de cet examen? La Chambre des métiers La Chambre des métiers de l'artisanat, depuis que cette mission régalienne de l'État lui est confiée, continue toujours de prendre toutes les dispositions pour quand même rendre vraiment efficace l'organisation de ces examens du CQM. Bon, il faut reconnaître qu'il y avait dans un passé lointain ou bien dans un passé récent l'argent public dans les mains de certaines personnes qui utilisaient selon leur bon vouloir. Maintenant, quand l'État a récupéré, la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin a pris la disposition et les fonds sont directement versés au Trésor. Normalement, si juridiquement sans qualité il n'y a pas de droit, seuls ceux qui sont quand même associés à cette organisation-là, c'est ceux-là qui devraient quand même jouer un rôle. Et les dispositions de l'article 10 de l'arrêté interministériel 0033 du 12 juillet 2023 ont clairement défini les qualités que les différents acteurs embarqués dans ce processus doivent avoir. Vous savez, quand on doit faire quoi que ce soit avec l'État, on doit quand même s'assurer de l'éthique et de la déontologie administrative. Mais les gens se croient tout permis et se livrent à des comportements qui ne cadrent pas avec les objectifs visés par la CMA. Est-ce qu'il y a des innovations particulières pour cette session d'octobre 2025? Cette session d'octobre 2025 a beaucoup d'innovations particulières. Il y a une plateforme qui est mise en place pour le paiement et tous les acteurs de façon progressive, que ce soit membres de jury ou quels que soient les acteurs qui sont embarqués dedans, ces différents acteurs sont directement inscrits sur la plateforme. Est-ce que vous voyez? Et comme c'est un examen professionnel, à chaque session, la CMA Bénin essaie toujours d'apporter des améliorations. D'accord. Selon vous, quelles sont encore les principales difficultés rencontrées dans l'organisation de cet examen? Non, est-ce qu'on peut parler de difficultés? Vous savez, l'article 10 de l'arrêté interministériel numéro 0033 du 13 juillet 2023 est clair sur la question. Ça veut dire tous ceux qui doivent participer à l'organisation, les chefs de délégation proposent des gens, mais l'arrêté a précisé que le président de la CMA Bénin retient ceux qui doivent exécuter le travail de façon discrétionnaire. Est-ce que vous voyez? Bon, cela suscite un peu de mécontentement où les gens interprètent cette décision selon leur manière. Mais de toutes les façons, un examen demeure un examen et tous les acteurs qui sont embarqués dans ce processus doivent quand même faire preuve de responsabilité, ils doivent être discrets. Force est de constater que malheureusement, il y a des gens qui sont embarqués dans le système et qui tiennent des propos dolosifs, irresponsables et qui écrivent des choses à longueur de journée sur des réseaux sociaux. On ne peut pas être dans un processus d'examen et commencer par quand même se comporter comme des citoyens vulgaires. Des acteurs oui, des artisans qui sont quand même associés à ce processus. Il y en a qui n'ont pas encore pris la mesure des choses et qui se comportent comme s'ils sont quand même dans la vie active alors qu'ils sont embarqués dans un processus d'examen d'État. Est-ce que cela a d'impact sur l'organisation de l'examen? Non, mais écoutez, juridiquement, sans qualité, il n'y a pas de droit.
celui qui doit accompagner le processus doit quand même avoir des comportements. Et c'est au vu de tout ça, parce que à la fin de chaque processus, il y a le CCO qui produit son rapport, il y a les chefs centres qui produisent également leur rapport. Bon, s'il y a quand même parmi les membres, s'il y a des gens qui ont été étiquetés, le président est obligé quand même de les sortir du système et quand même introduire de nouvelles personnes. Et comment la Chambre des métiers de l'artisanat accompagne-t-elle les apprentis et les maîtres artisans, on va dire, avant et pendant l'examen? Bon, l'examen du CQM n'est qu'une activité de la Chambre des métiers de l'artisanat. La Chambre des métiers de l'artisanat a prévu beaucoup d'activités dans le cadre de la professionnalisation du secteur de l'artisanat au Bénin. Quand nous prenons par exemple le régime biométrique des métiers, quand nous prenons le titre professionnel au métier, quand nous prenons l'attestation de spécialité au métier, ce sont des vastes chantiers sur lesquels la Chambre des métiers de l'artisanat travaille pour quand même accompagner et mettre en œuvre les réformes salutaires que le gouvernement est en train de mettre en place chaque fois et toutes les fois. Justement, quelles sont les attentes donc de la Chambre des métiers de l'artisanat vis-à-vis du gouvernement pour renforcer ce dispositif? Non, le gouvernement accompagne toutes les actions. Vous savez que la Chambre des métiers de l'artisanat est sous tutelle du ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Donc nous sommes là pour exécuter la politique du gouvernement dans le secteur de l'artisanat. D'accord. On va finir avec votre mot de fin à l'endroit des parents, les candidats qui vont à l'examen demain. Oui, avant de finir avec notre mot de fin, il y a un incident qui s'est passé dans notre département, le littoral, parce qu'on a vu quand même quelques artisans qui ont commencé par tempêter. Nous sommes là aujourd'hui pour apaiser la population, pour apaiser le gouvernement, pour dire que bon, nous ne sommes pas là pour tomber dans du chantage. Parce que aujourd'hui, le CQM est devenu un examen d'État et que bon, ce ne seraient pas des individus qui, à travers leur comportement, ont été quand même mis de côté. Parce que qu'ils vous souviennent, le parricide fait partie des crimes qui sont sévèrement punis en matière pénale. Et l'enfant qui désire de mettre feu dans la maison, le bon sens recommande de le mettre hors d'état de nuit et d'y penser, comme l'a si bien enseigné Nicolas Machiavel dans son ouvrage intitulé Le Prince. Donc si la Chambre des métiers a remarqué qu'il y a des individus qui veulent faire obstruction au processus d'organisation du CQM et les a mis de côté, c'est pas ceux-là qui vont faire du chantage pour bloquer le processus. Nous sommes là aujourd'hui pour rassurer les maîtres artisans qui ont présenté des candidats. Nous sommes là aujourd'hui pour rassurer les candidats que l'examen du CQM session d'octobre 2025 va se passer dans de très bonnes conditions et la CMA Bénin a pris toutes les dispositions nécessaires pour que l'examen se passe dans de très bonnes conditions. Merci à vous, Monsieur Justin Huessou, Sonon, élu consulaire à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Monsieur sans doute entendu. Bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, nous entamons à présent la dernière ligne droite de cette émission. Restez avec nous, bien évidemment. Nous avons encore beaucoup d'informations à partager avec vous. C'est le moment de passer en revue les grands sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. Nous ferons l'exercice avec Sergino Lokosu. Il est analyste politique et journaliste au quotidien. Le matinal, on va planter le décor avec Achiamwa Kani, Achiamwa qui nous propose, comme tous les dimanches, la revue de presse hebdomadaire. On va se retrouver dans quelques minutes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'essentiel de cette revue de presse hebdomadaire porte sur les démocrates, la Sénat, la Cour constitutionnelle. Cette dernière qui s'est déclarée incompétente dans le dossier qui oppose le parti d'opposition à l'un de ses membres. Bénin Intelligent publiait vendredi qu'après examen et délai de régularisation de 72 heures accordés aux candidats, 3 duos n'ont pas pu fournir toutes les pièces exigées par le code électoral. Les candidatures validées concernent le duo Kossi Mboueke Romuald Wadaï, Mariam Tchabitalata et celui formé par Paul Humpé et Roch Judikaël Houanou.
Le rapport du comité chargé de l'examen du dossier a conclu à la complétude et à la conformité des dossiers de ces deux duos. En revanche, les candidatures de 3 duos ont été rejetées. Leur rejet est motivé par l'incomplétude des dossiers. Dans le cas du duo Agbojo-Lodju, un nombre insuffisant de parrainages valides. Et justement, le matinal expliquait que le duo du Parti Les Démocrates ne participera pas à l'élection présidentielle de 2026, la dernière carte sur laquelle comptait le président Yayi Boni et les siens. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente sur le recours formé contre le président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Une décision qui met un terme au rêve de plusieurs années de combat politique, provoquait l'alternance au sommet de l'État pour succéder à Patrice Talon. La nation analysait la situation du parti pour faire remarquer que l'imbroglio lié au parrainage aura permis à l'opinion nationale et grâce au député Michel Soudinou de connaître les mots qui couvaient au Parti Les Démocrates, pas seulement à cette querelle intestine. Reste problématique aussi l'agenda révélé par le plus grand parti de l'opposition dans la perspective de la présidentielle de 2026, plutôt court comparé à l'échéance de dépôt de candidature à la Sénat. Il pétrifie le Parti Les Démocrates dans une forme d'impréparation étonnante. Pour Fraternité, en se déclarant incompétente, la Cour constitutionnelle trace ainsi une ligne de démarcation entre les questions de nature administrative, constitutionnelle et celles relevant du judiciaire. Cette position renvoie désormais les plaignants vers la Cour suprême, ultime voie de recours possible s'ils souhaitent poursuivre la procédure. En définitive, cette décision marque une nouvelle étape dans le feuilleton politico-judiciaire autour du parrainage de Michel Soudinou, député du Parti Les Démocrates, dont l'invalidation avait suscité de vifs débats au sein de la classe politique à quelques mois de l'élection présidentielle d'avril 2026. 2026 qui s'effrite à mesure que la réalité institutionnelle s'impose, note malheureusement le leader du jour, Boni Yayi, qui a fait de ce combat un symbole de résistance, semble aujourd'hui pris au piège de sa propre logique. En privilégiant le contentieux au détriment du dialogue, il a conduit son parti dans une impasse. Et si le rêve du Parti Les Démocrates de participer à la présidentielle de 2026 s'achève aujourd'hui, c'est sans doute moins à cause du parrainage de Michel Soudinou qu'en raison d'une stratégie politique devenue son propre piège. En tout cas, dans le billet de Fraternité, c'est que la messe est dite. Après avoir entretenu l'espoir par des reports et de longues heures de délibération, la Cour constitutionnelle a rendu la plus rageante des décisions en se lavant les mains d'un problème de famille. Exit le duo de l'opposition radicale. Sans recours, le match sera donc amical. Le bon côté des choses, c'est que la paix sociale est toujours bonne à prendre, car les grandes hostilités pourraient être rangées au placard en attendant la prochaine saison, à moins d'une solution politique qui remettrait la balle au centre. Et puis, le même journal Fraternité indiquait que les récentes tensions sociopolitiques en cette veille des élections générales de 2026 au Bénin n'ont pas laissé la conférence épiscopale indifférente. Dans un communiqué ayant sanctionné leur première session plénière ordinaire de l'année pastorale 2025-2026, les évêques du Bénin ont invité tous les acteurs politiques, les organisations de la société civile, les citoyens à œuvrer pour la paix, le dialogue et le respect du droit constitutionnel. Et pendant ce temps, la Commission électorale nationale autonome a ouvert vendredi le registre des candidatures pour les communales. Bénin Intelligent en faisait le point pour écrire que la Commission électorale nationale autonome ouvre le vendredi 24 octobre la période d'enregistrement des déclarations de candidature pour les élections communales du 11 janvier 2026. Dans une adresse à la nation, son président a exhorté les partis politiques à la discipline et à la vigilance pour garantir le bon déroulement de ces opérations. Saka Lafia a notamment rappelé
que chaque parti doit présenter des candidats dans toutes les circonscriptions électorales, soit 546 arrondissements couvrant l'ensemble du pays, sous peine de rejet de la liste. La nation confirmait que le processus devant conduire aux élections communales du dimanche 11 janvier 2026 entre dans sa phase décisive le vendredi 24 octobre avec le démarrage au siège de la Sénat de l'enregistrement des déclarations de candidature pour les partis politiques désireux de prendre part à cette compétition électorale. Conformément au calendrier électoral établi par la Sénat, ces opérations d'enregistrement se dérouleront du 24 au 28 octobre à minuit. Sakalafi en appelle au sens aigu de responsabilité des dirigeants des formations politiques en vue de garantir le bon déroulement de ces opérations. Fraternité ajoutait que la Sénat invite tous les partis politiques à rassembler les documents nécessaires afin de se conformer aux exigences d'éligibilité dans le cadre de ce processus. Cette phase constitue une étape cruciale pour la validation des listes appelées à prendre part au scrutin communal de 2026 au Bénin. Dans la suite, Décryptage Info informait que le gouvernement béninois a donné le 22 octobre 2025 son feu vert à la construction de nouvelles infrastructures éducatives d'envergure. Objectif, renforcer l'enseignement scientifique et former une élite capable d'accompagner les ambitions technologiques du pays. Le gouvernement souligne que ces lycées, l'école normale supérieure constituent le cadre approprié pour un enseignement scientifique de qualité visant l'amélioration des capacités pédagogiques. Au plan national, le Bénin intelligent renchérissait en écrivant qu'à terme, ces établissements devraient contribuer à l'émergence d'une élite scientifique béninoise aux capacités compatibles avec les besoins du pays. Celle-ci sera dès lors plus apte à contribuer efficacement à son développement économique et technologique. Fin de la revue de presse hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. C'était à l'instant la revue de presse hebdomadaire de Achemokayi à Siongbon que nous allons retrouver dimanche prochain sans doute avec d'autres informations. En attendant, en plateau, il est déjà installé pour faire le tour d'horizon de l'actualité nationale. Sergino Lokoso, bonjour. Bonjour Idrissou, bonjour à chacun et à tous. Analyste politique et journaliste au quotidien Le Matin. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que les carottes sont presque cuites pour les démocrates en ce qui concerne donc leur participation à l'élection présidentielle d'avril 2026. Alors pour vous, est-ce que c'est prévisible ou c'est une surprise? Je ne serai pas plus péremptoire, mais je dirais que c'est prévisible, d'autant plus qu'avec les dernières informations et les déclarations de l'honorable Michel Soodinou, par qui tout est arrivé, on se disait que ça sera compliqué pour le parti, les démocrates, de participer à la présidentielle de 2026, puisque de jour en jour, l'honorable Michel Soodinou ne voulait pas entendre raison et il voulait quand même montrer à la face du monde qu'il y a quand même un malaise au sein de ce parti politique. Et finalement, les ténors de ce parti n'ont pas pu arriver à quand même négocier avec Michel Soodinou, qui dénonçait un certain nombre de choses qui étaient réelles. Parce que quand vous suivez un peu les déclarations, exactement, les déclarations de Michel Soodinou, vous allez voir qu'il y a quand même que le parti ne se portait pas très bien. Et donc, à la veille, à l'approche des échéances fatidiques comme l'élection présidentielle de 2026, il fallait quand même que le président de ce parti-là puisse trouver l'approche nécessaire, la méthodologie qu'il faut pour quand même essayer de concilier les ardeurs et notamment celle de l'honorable Michel Soodinou, qui ne voulait pas du duo de candidats choisis par le président du parti, en tout cas le parti, les démocrates. Donc l'un dans l'autre, on dira que c'était prévisible parce que
28 parrainages moins 1 est égal à 0. Et donc, sans le parrainage de Michel Sodinou, le parti ne pouvait quand même pas présenter un candidat. Et on a constaté que Sodinou, jusqu'à l'heure où nous parlons, n'a pas remis son parrainage. Et ils sont allés devant la Cour pour quand même formuler un recours. Tous les regards étaient tournés vers la Cour. La Cour qui n'a pas dit oui ni non, mais la Cour s'est déclarée incompétente parce qu'elle n'a pas eu en sa possession les éléments nécessaires pouvant lui permettre de trancher cette situation en disant oui ou non. Donc, elle s'est déclarée incompétente en l'état. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est un peu ça. Ce qui a lieu de faire, c'est que la Cour les renvoie encore vers d'autres juridictions. Si ils ont la possibilité vers d'autres tribunaux, on va dire comme ça, pour porter encore leur recours afin de permettre à la Cour d'avoir les éléments nécessaires pour pouvoir trancher. Tout ça, ça va se faire dans combien de temps? Puisque la Sénat a continué à dérouler son chronogramme. Les deux duos retenus, on les connaît déjà. Alors, d'aucuns y voient donc un peu de la précipitation donc, dans la publication de ces deux duos. Est-ce que vous voyez les choses sous ce temps également? Non, je ne dirais pas que c'est de la précipitation parce que je suis foncièrement contre ceux-là qui estiment que la Sénat est dans la précipitation. Non. Vous savez, il n'y a pas eu beaucoup de duos de candidatures, de candidats. Donc ça facilite la tâche à la Sénat. Et donc la Sénat a tout intérêt à vite libérer, à vite faire son travail et de rendre sa décision. Donc je pense que ça n'est pas une précipitation au niveau de la Sénat. La Sénat est en train de dérouler son programme. Normalement c'était déjà le 26 que la Sénat devrait quand même faire truc là. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de dossiers à étudier, la Sénat a jugé bon d'étudier les dossiers qu'il y a et de présenter donc deux dossiers, c'est facile. Et puis dans la foulée, Boni Yayi a été reçu par le chef de l'État Patrice Talon. Que peut-on retenir? Que savez-vous donc des discussions des deux personnalités? Ce que je sais, il n'y a pas eu de déclaration officielle. Il y a eu des encore que Boni Yayi lui-même avait annoncé donc cette exactement. Et en principe, après le tête-à-tête, on doit avoir peut-être une version finale et éviter peut-être des supputations. Il paraît qu'il y a eu des options donc, qui ont été mises sur table. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Je pense que même s'il y a eu des options qui ont été mises sur table, le président de la République en l'état ne peut pas grand-chose pour le Parti des démocrates. Soyons francs, prenons le recul nécessaire pour analyser. Il ne peut pas grand-chose pour ce parti parce qu'il ne pourra rien faire. Il ne pourra même pas arrêter le processus électoral parce qu'il ne peut rien faire en dehors des thèses de la République. Donc je pense que c'est vrai qu'il faut saluer quand on a le dos au mur, c'est parfois le chef de la nation qui aide. Et donc, dans ce sens-là, je pense que le président de la République s'est montré très ouvert en recevant le président Boni Yayi, président du Parti des démocrates, il ne faut pas l'oublier. Mais de leur discussion, je ne sais pas ce qui a filtré, mais des supputations, ce que j'ai lu un peu partout, et porté par des confrères comme moi, et qui ont des sensibilités. Il y a ce communiqué également du parti qui vient exactement. Donc je pense que ce que j'ai retenu, c'est que c'est plié. En fait, s'il doit rester dans le contexte, le chef de l'État aurait dit qu'il ne veut pas avoir un parlement monocolore. Et donc, même si il ne l'a pas dit en ces termes, c'est moi qui fais mes analyses, même si c'est déjà plié pour la présidentielle, encore qu'ils ont des voies de recours vers d'autres tribunaux, ils peuvent le faire. Ils ont, ce que j'ai appris, ils ont même lancé encore un autre recours contre la Sénat au niveau de la Cour constitutionnelle. Enfin, ils ambitionnent le faire. Et donc, je pense que si la présidentielle est pliée, pour eux, ils ont également les législatives et les communales qui sont devant. Cette rencontre avec le chef de l'État aurait dû se tenir avant le verdict de la Cour constitutionnelle, non? Avant ou après, n'oublions pas, nous sommes en démocratie et en démocratie, c'est le principe de la séparation des pouvoirs qui prime. Même si cette rencontre venait avant, le président de la République ne peut pas s'y mixer, en tout cas en l'état, dans le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment, enfin, en gros, dans le fonctionnement de la justice. Et donc, il ne pourra pas le faire. Il y a le principe de la séparation des pouvoirs avant ou après. Ce qu'il peut faire, il va le faire, mais il ne peut rien faire en dehors des textes de loi de la République. Et donc, ce qu'il va proposer, c'est peut-être trouver des accords de gouvernance ou accords de gouvernance ou accords parlementaires avec les partis de la mouvance, si Boni Yayi le veut, pour sauver les meubles, on va dire, parce qu'il y a les législatives et les communales. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, le parti sort fragilisé si
ils ne participent pas à la présidentielle. Ils sont fragilisés parce que... de disparaître dans la... Non, pas dire ça, parce que les sympathisants du parti vont se décourager, parce que n'oublions pas, pendant plusieurs années, ce parti s'est positionné comme une alternative crédible pour quand même inverser la tendance actuelle. Et donc, si on fait tout ça pour ça, si on fait tout ça pour ne pas participer à la présidentielle, qui quand même constitue un tournant décisif dans l'histoire politique de notre pays, si ce parti ne participe pas, c'est qu'il y a forcément des militants qui vont quitter le parti et on en risque déjà des défections au sein de cette formation politique. Donc je pense que le mal, ce sont les ténors du parti, on va dire ça comme ça. C'est regrettable que ce parti ne participe pas. Et l'autre chose, c'est que moi, je suis foncièrement contre ceux qui pensent qu'il y a une main invisible derrière tout ça. Non, c'est faux. Moi, je pense que quand on a devant soi ces échéances, on sait que on veut changer les choses, on sait qu'on est un parti du peuple, parce que quand vous suivez les ténors, ils disent qu'ils sont des démocrates, ils sont un parti du peuple, et qu'ils sont avec le peuple, et qu'ils maîtrisent que quiconque la souffrance du peuple. Et donc quand on est comme ça, il faut quand même se préparer pour ne pas rater ce tournant décisif qui constitue les élections générales de 2026, notamment la présidentielle, parce que c'est elle qui va déterminer les autres élections. Et donc je pense que, comme l'aurait dit le président de la République, ils doivent essayer de travailler pour qu'il n'y ait pas un parlement monocolore, c'est-à-dire travailler doublement, essayer encore de grimper dans l'estime des sympathisants de ce parti-là, dans toutes les circonscriptions électorales, c'est très important. Essayer également de contenir les ardeurs de ceux qui restent, parce qu'on a vu pour Michel Sodinou, il y a encore d'autres Michel Sodinou au sein de ce parti. Enfin, je ne suis pas membre du parti, mais je présume qu'il y a encore d'autres Michel Sodinou au sein de cette formation politique. Donc ça revient. Sodinou, où se trouve-t-il en ce moment? Non, je ne sais pas, mais je sais que c'est ce que il donne de la voix quand même. Il donne de la voix, il n'est pas mort, il est vivant. Et donc, les ténors du parti doivent savoir où se trouve Michel. Il y a une session qui est annoncée à l'Assemblée nationale. Écoutez, peut-être qu'il va passer à cette session, mais ce que je sais, c'est qu'il n'est pas mort, il est vivant. Les ténors du parti savent où se trouve Michel Sodinou. Lui-même, quand il fait des déclarations, il dit qu'ils savent là où il se trouve et qu'ils ont tenté plusieurs fois de l'appeler, de lui écrire par message. Et donc, je pense que c'est vraiment regrettable pour ce parti-là. Les dés ne sont pas pipés entièrement pour le parti. Il y a quand même 2 élections cruciales qui sont devant le parti, il y a les législatives, les communales. Si on entend les voies de recours, parce qu'ils ont encore la chance, il y a beaucoup de voies de recours qui peuvent explorer, enfin, les ténors de ce parti-là. Donc, après l'expiration de ces voies de recours, je crois qu'ils vont ménager leur monture pour les législatives et les communales. À défaut de participer à cette élection, est-ce que c'est possible que les démocrates appellent à voter pour les FCBE? Je pense que c'est un peu compliqué. Nous sommes au Bénin et rien n'est impossible en politique. Quelqu'un a dit que 1 plus 1 ne font pas forcément 2 en politique. Mais je pense que le parti de Boniaï, je ne les vois pas dans cette posture d'appeler à voter pour les FCBE. Mais je pense qu'ils peuvent nouer des accords de partenariat, accords de gouvernance ou accords parlementaires avec d'autres formations politiques. C'est possible. Et ce qui est aussi possible, c'est qu'ils ont la chance de ne pas rater toutes les élections. C'est vrai que les gens disent que ils ont une seule personne a fait que le peuple n'a pas. Je ne pense pas que à chaque fois qu'on dit le peuple dit c'est quel peuple en fait. Et si véritablement ils sont un parti du peuple, ils sont avec le peuple, ils doivent quand même trouver les stratégies qu'il faut et éviter cette communication que je vois aujourd'hui qui n'est pas forcément une communication politique, qui n'arrange pas le parti, où chaque membre se lève et écrit du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, ou le secrétaire à la communication fait une communication pour le parti sur sa propre page. Et quand il va quitter le parti, il n'y a plus d'archives pour le parti. Donc je pense qu'il y a des choses que les démocrates doivent corriger. En politique, on ne s'amuse pas. En politique, les erreurs se payent cash. Et Sodinou, Michel l'a montré, le député Sodinou l'a montré dans le fait qu'il n'a pas remis son parrainage et d'autres choses. Je pense que c'est le moment pour le parti de s'asseoir, de réfléchir à comment faire pour ne pas rater les législatives et les communales qui arrivent, et notamment comment faire pour contenir également ces sympathisants qui vont quitter le parti. Le taux de participation pourrait-il être le défi pour les acteurs en course? Je pense que oui, parce que les dernières, il faut véritablement travailler sur le taux de participation, et je pense qu'avec la NIP,
le fichier électoral et tous les messages sur les médias, que ce soit les radios communautaires, les chaînes de télévision, pour appeler les gens à aller voir le centre de vote, à aller vérifier leur nom et prénom. Je pense que tout cela pourrait participer à l'augmentation du taux de participation. Et ça revient également aux partis en liste d'inviter leurs membres, d'inviter la population en général à aller vérifier leur bureau de vote et voter le jour-là. Ils ont les moyens de faire voter les gens. Et donc, c'est à eux de se sensibiliser comme cela se doit dans toutes les circonscriptions électorales pour amener les gens à aller voter. Je pense que c'est à cette c'est à cela qu'on va les inviter pour que le taux de participation puisse augmenter et que les gens puissent aller voter. Et je pense que les candidats en liste, quand vous voyez un peu, il y a quand même une jeunesse derrière ces candidatures. On verra bien si ça va se manifester au travers des urnes. Dans le camp de la mouvance, c'est pour le moment la sérénité. Est-ce que c'est le calme avant la tempête, puisqu'il y a des positionnements qui vont être révélés dans quelques jours. Je pense que ce qui arrange la mouvance, c'est qu'il y a quand même une forme, on va dire, une direction assez pointilleuse au niveau de la mouvance. J'observe, je dis ce que j'observe. Il y a que le président de la République demeure le patron de la mouvance et il doit intervenir en ce qui concerne le positionnement. Donc je pense qu'il n'y aura pas de difficulté à ce niveau-là. C'est vrai qu'il y a des mécontents, mais ils ne peuvent pas oser affirmer leur mécontentement en refusant au leur d'aller voter, parce que vous connaissez le patron de la mouvance, ils vont souffrir, mais il ne peut rien faire. Donc je pense que le chef de l'État, il ne fait rien au hasard, il va essayer de voir un peu les positionnements avec ces partis-là pour voir qui fait quoi. C'est de ça qu'il s'agit en fait, dans chaque circonscription électorale, qui fait quoi, et qu'est-ce qu'il peut en matière de développement. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas mettre pour mettre, il faut mettre parce qu'il est fils du terroir, il peut quelque chose en matière de développement, en matière de mobilisation, on va dire ça comme ça, et également les mécontents qu'il y a eu, les frustrés qu'il y a eu pendant les 10 ans. C'est le moment également de leur trouver de place, de les aider aussi. Les accords parlementaires vont aussi fausser les calculs, parce que il y a des adhérents qu'il faut prendre en compte forcément. Oui, je pense qu'il y a des adhérents qu'il faut prendre en compte, mais ce qui est véritablement important, c'est ce que la personne peut en fait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas parce qu'il y a eu accord, lui doit rester. Non, il reste là. C'est quoi? Est-ce qu'il est opportun? Est-ce que celui-ci est opportun de rester tête de liste au niveau de la 6e circonscription électorale, par exemple? Est-ce que c'est opportun que celui-ci reste ici dans la 15e, dans la 10e, dans la 9e? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de choisir pour choisir, mais choisir parce que le choix aussi, c'est choisir quelqu'un qui peut être élu par les habitants, les électeurs également. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de choisir des gens de façon stratégique, parce que nous sommes en politique aussi, il faut des stratégies, il faut un fin stratège dans des zones données pour que les élections soient bonnes pour la mouvance présidentielle. Et le président Boni Yayi est le duo candidat des démocrates convoqués à la police judiciaire, toujours dans cette affaire de parrainage avec Sodino. Le premier rendez-vous donc est presque manqué, puisque ce sont les avocats qui se sont présentés à la police judiciaire. Affaire sérieuse ou intimidation? Non, je pense que ça n'est pas une intimidation, parce que ça n'est pas le pouvoir qui les a convoqués, c'est l'honorable Sodino qui a estimé qu'ils ont falsifié son parrainage, et donc il a estimé qu'en de pareilles circonstances, il faut convoquer les intéressés. Il a fait. Je pense que c'est à prendre au sérieux, et Boni Yayi et le duo de Kaïdal ne s'est pas présenté parce que dans le cas du candidat Renaud Agbodjo, il est un avocat. Il faut une procédure quand même spécifique pour interpeller les avocats, et donc dans ce cas, son conseil a voulu que cette procédure soit respectée. Espérons que la procédure soit respectée et que celui qui les a convoqués, il a fait pour un objectif, et c'est punissable ce qu'ils ont fait, falsification de documents. Je pense que le code pénal, enfin le droit positif béninois a prévu quelque chose pour ça, et donc si Boni Yayi étant le président de la République, c'est pas si ils n'ont pas parlé de ça, et s'ils ont parlé de ça, et je pense que c'est le moment peut-être pour le président d'intervenir, et je pense qu'il n'est pas de nature, le chef de l'État n'est pas de nature à couper
des procédures en cours. Moi, je ne l'ai jamais appris. Et il est légaliste. C'est quelqu'un qui aime que la loi soit respectée, que les procédures soient suivies. Et donc, espérons que les interpellés puissent comparaître, parce que c'est ce que les autorités judiciaires ont exigé, leur comparution eux-mêmes, qui ne veulent pas voir les avocats. Espérons que la semaine à venir, on aura d'autres informations par rapport à cette interpellation de ces personnalités. Sergino Lokosu, analyste politique, journaliste au quotidien, Le Matinal, merci pour ce regard sur l'actualité. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve dans quelques semaines. Oui, très bonne journée. Disponible. Merci. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, voici à présent notre artiste de la semaine et c'est le dernier rendez-vous de ce numéro de Grand Format. USM Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur spécialisé dans la formation des leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac+3 et master Bac+5. Génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance, comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction. USM Bénin, c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou. Contact +229 97 30 84 84. USM Bénin, le chemin vers l'emploi. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. Avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Vous voulez vous réabonner par Mobile Money? C'est simple. Allez dans le menu Canal+ de votre opérateur et sélectionnez Changer d'offre. Choisissez bien la formule Évasion pour en profiter au tarif de 7 000 francs au lieu de 10 000. Et voilà, vous êtes réabonné. Profitez de 30 jours d'expérience augmentée à la formule Évasion. Offre également disponible pour tout réabonnement en point de vente. Pour plus d'infos, appelez le 70 55. Sur les côtes du Bénin, un carrefour moderne se développe, ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Avec le soutien de l'Union européenne, le port de Cotonou est au cœur du progrès, favorisant la mobilité des personnes, le commerce et le développement économique. Source d'emploi dans différents secteurs et de meilleures conditions de travail, le port de Cotonou devient une plaque tournante de transport majeur qui libère un flux d'opportunités dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. C'est le dernier acte du grand format avant de prendre le rendez-vous pour dimanche prochain. Notre artiste de la semaine est déjà installé sur le plateau du grand format. Précieuse Nadi, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Idrissou, merci. Comment vous vous portez? Je me porte très bien. Alors, et vous-même? Ça va, ça va. D'accord. Quelle est l'histoire cachée derrière ce nom d'artiste? Précieuse Nadi. L'histoire cachée derrière ce nom, c'est que Précieuse et Nadi, ce sont simplement mes prénoms qui sont sur mon acte de naissance. Ah oui. Je les trouve originaux, donc j'ai voulu simplement les garder. L'inarrêtable. Inarrêtable. Unstoppable. Voilà, donc c'est comme ça que vos fans vous appellent. Exactement. Qu'est-ce qui vous rend aussi solide sur scène? Je dirais c'est la foi, c'est la passion surtout en ce que je fais, c'est la passion de la musique. Vous savez, vivre nos rêves nous procure une certaine énergie, une certaine force qu'on ne peut pas expliquer. Vous voyez, les personnes qui me voient
voient hors de la scène me trouvent plutôt très calme, introvertie, c'est ma nature, mais dès que je me retrouve sur scène, c'est totalement différent. Je trouve que la musique procure une certaine magie qu'on ne saurait expliquer ou décrypter. Et d'où et comment cette passion pour la musique vous est-elle venue? Alors, c'est une passion qui existait depuis mon enfance. Déjà, je suis la Benjamine de ma famille. Donc, la musique pour moi, c'était un exutoire. C'était une manière pour moi de me libérer, de me sentir en paix. En fait, quand j'écoute de la musique, c'est le seul moment où je me sens vraiment... Je me sens apaisée, vous voyez. Après, j'ai continué à écrire. J'écrivais des poèmes, j'écris du slam. Et quand j'étais à l'université déjà, je vivais seule, pour vous dire. Et j'avais l'opportunité de sortir comme toutes mes autres amies, faire la fête et tout ça. Mais comme je vous ai dit, je suis introvertie, casanière en même temps. Donc, je passais tout mon temps chez moi à écrire jusqu'au jour où je reçois le message d'un ami que je salue au passage. Il s'appelle Landy, qui m'envoie un lien d'un concours qui est organisé par l'ambassade des États-Unis près le Bénin, le Open Mic Night, et c'était pour célébrer Martin Luther King. Et quand moi j'ai vu Martin Luther King, j'ai dit waouh, c'est un homme qui m'inspire. Donc oui, j'envoie mon texte pour participer à ce concours. Et il faut dire que j'ai peur de la foule, je suis oclophobe, et pour moi, en fait, j'envoyais le test pas pour être sélectionnée. Vous voyez, j'écris le texte, je l'envoie. Et on m'envoie un mail après pour me dire que je suis présélectionnée pour le concours. Et c'était la première fois que j'allais à l'ambassade des États-Unis près le Bénin. J'ai la chair de poule. Il y avait une salle remplie de personnes, d'une centaine de personnes, les officiels de l'ambassade et les participants. Et c'est la première fois que je faisais une prestation, une déclamation devant une foule. Après, j'ai été sélectionnée pour la finale. Et à la finale, j'étais la championne de la compétition. Et c'est là que tout a commencé. Je me suis dit que j'avais une lumière dont le monde a besoin. J'ai besoin de partager cette lumière-là avec les gens. J'ai besoin d'éclairer les zones d'ombre. J'ai besoin de partager ce que j'ai en moi avec les gens. Et voilà. Après le slam, la musique est venue. Comment? C'est en décembre on est en 2025. 24 que j'ai sorti mon premier single et j'ai envie de décoller. On va revenir. On va y revenir, super. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais on va dire c'est un rêve d'enfance donc qui se réalise aussi. Être un artiste, tenir de grandes scènes. Quels sont les talents, les artistes qui vous inspiraient à l'époque? Alors, moi j'écoute beaucoup Angélique Kidjo. J'écoute Soprano, j'écoute La Fouine, j'écoute Booba, j'écoute Kerry James, j'écoute Youssoupha, j'écoute en fait principalement du rap. Et peut-être parce que j'écrivais du slam. Et aujourd'hui, bon, au Bénin, oui, j'ai envie de dire Angélique Kidjo, j'écoutais aussi Zainab. Et plein d'autres artistes béninois. Et puis, avant même de commencer la carrière musicale, on vous a connu dans les médias et la communication, l'animation, le talk show. Ce fut, ce fut un parcours passionnant quand même pour vous. Très passionnant. Je vais revenir à mon enfance. Vous savez, quand j'étais petite et que je regardais la télé, quand je voyais les journalistes comme vous à la télé, je me demandais, mais comment on fait pour passer à la télé? Comment est-ce que ça s'explique? Est-ce qu'on casse la télé et puis on met les gens dedans? Et j'ai toujours été omnibulée par ce monde-là. Je me suis dit, ben, quand je serai grande, je veux aussi passer à la télé. Et voilà, quand j'ai grandi, j'ai dit à mon père que je voulais étudier le journalisme. Il m'a dit non, tu le fais pas. Il voulait que j'étudie la comptabilité ou le droit, ce que je suis allée faire. Il a compris que c'était pas mon monde. Après, quand j'ai fini mes études universitaires en relations internationales, j'ai fait je me suis dit, ok, j'ai offert ce que vous demandez de moi, maintenant je peux prendre mon envol. C'est là que j'ai commencé au C-Talk Show, qui était une émission exclusivement sur le web. Et parce que j'avais pas les moyens de passer à la télé, j'avais pas les moyens d'avoir une grosse production. Et donc, Internet, c'est comme ma maison. J'ai une grosse communauté sur Internet, donc je me suis dit qu'il fallait commencer par là. Et
on a publié le premier numéro de mon émission sur Facebook et sur YouTube. Et là, on reçoit un appel de M. Franck Meillanson, que je salue au passage, qui nous a tendu la main et grâce à qui OC Talk Show est devenu une émission télévisée. Tout à fait, correspondante Colo Tropical RFI Bien sûr. Également, chroniqueuse sur Week-end Matin, magazine animé par l'immense Steve Fassia. C'est ça. De bons moments d'expression, de passion pour vous. Très bien, oui, c'est de très bons moments d'expression, de passion et surtout d'apprentissage. Vous savez, moi, je voyais Steve Fassia à la télé quand j'étais petite et moi, je ne savais pas qu'un jour je le croiserais. Et c'est grâce à mon amie Inès Kouassi que j'ai pu rencontrer Steve Fassia. Et un jour, j'étais là, elle m'appelle, elle me dit Steve voudrait que tu passes sur Week-end Matin. Je me suis dit, bah, ça c'est une grosse opportunité, moi j'y vais. Et avec Steve Fassia, j'ai appris à faire des reportages par exemple. Ce que je ne savais pas du tout faire. J'allais sur le terrain, je faisais des interviews et puis franchement, c'était une très belle expérience qui m'a grandi, qui m'a nourri. D'accord. Décoller, c'est le premier single signé Précieuse Nadi. Exactement. Morceau sorti en décembre 2024. On va suivre une séquence et on revient pour la suite de notre entretien. Avec plaisir. Commencer en bas pour s'élever. Le grand baobab a commencé dans le sol pour s'élever. Tout ce qui est en haut a commencé en bas pour s'élever. Le grand baobab a commencé dans le sol pour s'élever. On va arriver là-haut. Commencer en bas pour s'élever. Le grand baobab a commencé dans le sol pour s'élever. Tout ce qui est en haut a commencé en bas pour s'élever. Le grand baobab a commencé dans le sol pour s'élever. On va arriver là-haut. Décoller, c'est le premier single signé Précieuse Nadi. Le morceau est sorti, je le disais, en décembre 2024. Alors, qu'est-ce qu'on doit décoller là? On doit tout décoller, on doit décoller nous-mêmes d'abord. Et pour atteindre nos objectifs de vie, pour réaliser nos rêves, on doit décoller, on doit sortir des sentiers battus, on doit montrer qu'on a la niaque et qu'on a envie de réussir. On doit décoller de là où on est en fait pour aller explorer d'autres horizons. Ouais. C'est le premier morceau. Est-ce qu'on va dire coup d'essai, coup de maître ou... J'ai envie de dire coup d'essai, coup de maître, mais je vais rester humble. Alors vous-même, comment est-ce que vous appréciez votre œuvre? En attendant donc de parler de vos fans. Alors, comment je l'apprécie? Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Oui. Ouais, parce que à partir du texte déjà, qui est un texte qui inspire, qui motive, qui donne de la force aux personnes qui se retrouvent dans des situations
compliqué. Après, il y a le clip que vous avez vu là, qui ça a été tourné par des professionnels du milieu, franchement, avec mon équipe, avec monsieur Richard Boniworu qui a produit, qui est mon producteur. On a mis le paquet pour que le travail soit excellent. Donc, avec j'ai la envie main de dire, de Shadow Chris. avec Shadow Chris qui a... célèbre, voilà. Oui, c'est chez lui que j'ai enregistré la chanson. Bien sûr. Et il a beaucoup aidé dans l'écriture du texte aussi. Quand vous écoutez, ça a une connotation ivoirienne. Donc voilà, j'ai envie de dire que j'aime beaucoup mon œuvre et je suis fière de Là, moi. vous êtes dans le coupé décalé, mais on sait que Précieux Nadi est beaucoup plus dans l'afrobeat. Oui, tous les morceaux qui vont venir après, enfin sera pas dans tous, l'afro. celui qui va venir juste après, ce sera toujours dans le même style que le premier, mais beaucoup plus fort que le premier. Mais ensuite, le style de musique dans lequel je reste, c'est l'afrobeat, c'est le zouk. Et j'ai hâte de vous faire découvrir mon immense univers bientôt. Comment est-ce que les fans ont-ils accueilli ce morceau? À Accra, nous avons vu comment est-ce que la foule donc, dansait au rythme de ce morceau. C'était un bon moment pour vous? Oui, un moment inattendu, inespéré. Vous savez, j'étais tranquille chez moi quand un jour je me suis connectée à Instagram et je suis partie dans mes messages venus d'inconnus. Et j'ouvre, je vois quelqu'un qui m'écrit « Est-ce que vous êtes disponible pour une prestation ?» J'ai dit « Oui, mais ça va dépendre de quoi exactement ?» Et la personne me dit « Il y a la CEDEAO qui a une conférence au Ghana et on souhaite vous inviter. » J'étais like « Ok, à quel moment les gens me connaissent à la CEDEAO? C'est pas comme si je connaissais quelqu'un là-bas, c'est pas comme si j'avais des amis, c'est pas comme si on a le bras long, mais je connais personne à la CEDEAO. Donc voilà, j'ai répondu au mail et ça a évolué très vite. On m'a envoyé mon billet d'avion, je suis partie. En fait, dans le vol même, j'y croyais pas. C'est quand je suis arrivée à Accra que je me suis dit ouais, ah ouais, Précieuse, les gens apprécient ce que tu fais. Et sur les réseaux, oui, les fans, ils ont apprécié, les gens ont beaucoup aimé la chanson. Après, il y a toujours des brebis galeuses qui ne sont pas contentes, qui aimeraient qu'on soit des choses qu'elles ne seront peut-être jamais. Et moi, vous savez, j'aime pas écouter les conseils des personnes à qui je n'ai pas envie de ressembler. Donc oui, il y a eu des critiques constructives que je reçois avec beaucoup d'ouverture, mais les gens qui sont là que pour tacler, franchement, we have no time for that. D'accord. Quel est le message que vous passez à travers des collègues? Le message que je partage, c'est qu'il faut rester résilient, il faut rester persévérant face aux vicissitudes de la vie, face aux intempéries, quelle que soit la tempête. Il faut continuer la marche parce que, comme je le dis souvent, c'est peut-être la dernière clé du trousseau qui va vous permettre d'ouvrir la porte. Et si vous vous découragez en essayant les clés, vous risquez de ne jamais entrer dans cette pièce-là. Et vous savez, on est dans un contexte où les gens ne croient pas en vous. Les gens, ils sont tellement dans le statu quo qu'ils ont l'impression que, voilà, tant qu'ils n'arrivent pas à réaliser certains rêves, d'autres ne peuvent pas le faire, si bien qu'il y a tellement de jeunes qui sont découragés au quotidien, à qui on dit « tu ne vas pas réussir dans la vie » et qui finissent par croire qu'ils ne vont réellement pas réussir. Moi, je les invite à travers cette chanson, je leur dis ben, il n'y a personne qui montre à l'oiseau comment voler, il n'y a personne qui montre à l'enfant comment marcher. Et là où tu penses que les portes sont fermées, c'est peut-être là que le miracle va s'opérer. D'accord. Et oui, d'accord. Avec le label Ouro Production, la collaboration, comment ça se passe? Alors, la collaboration se passe très bien, je dirais. Ben, c'est parce que ça se passe très bien qu'on a sorti Décoller. Après, en ce moment, je suis en train de travailler sur des projets, sur d'autres projets qui sont prêts, mais on attend le bon moment pour les sortir, c'est juste ça. D'accord. Précieuse Nadi est également dans le business. Oui. Comment concilier la musique et le business? Alors, comment concilier la musique et le business? Il faut juste rester organisé. Vous savez, j'ai une organisation non gouvernementale depuis
depuis mon retour des États-Unis 2016-2017, Open Conscience, qui œuvre pour l'autonomisation des jeunes, la liberté d'expression et tout ça, tout ça. Donc oui, quand j'ai commencé la musique, beaucoup se sont demandé qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je fais de ma marque, qu'est-ce que je fais de mon agence de branding, qu'est-ce que je fais de Open Conscience. Mais j'ai une équipe derrière moi, je suis chanceuse, des personnes qui sont très passionnées et qui épousent la même vision que moi, qui ont les mêmes ambitions que moi, qui accompagnent Open Conscience et qui se donnent au quotidien pour que voilà, ça ne s'éteigne pas. Parce que moi, je pars du principe selon lequel quand vous plantez une graine et que l'arbre pousse, c'est pas vous seul qui devez profiter des fruits de l'arbre. Donc autour de moi, je veux pouvoir faire en sorte qu'on n'associe pas directement Open Conscience à Précieuse Nadi. Même en mon absence, l'organisation doit pouvoir continuer. Quelles sont les activités que vous menez? Alors, au départ, on a commencé avec des conférences que j'appelle les conférences Moi Leader, où j'invitais des leaders, des modèles d'inspiration que les jeunes voient à la télé ou sur les réseaux sociaux, à venir partager leur parcours, leur expérience avec ces jeunes-là. Vous savez, c'est souvent des personnes inaccessibles, mais toutes les fois où moi j'ai partagé ma vision avec elles ont dit oui, on vient partager nos expériences avec les jeunes. Donc ça, c'était les conférences Moi Leader. Après, il y a eu OC Talk Show, qui était une production de Open Conscience. Ensuite, il y a Open Conscience Award qu'on fait depuis 2022. On va faire la 4e édition. La 3e édition? Oui, la 3e édition. Je suis pressée d'être à la 4e. Non. 22, 23, 24. La 4e édition. Oui. On va la faire à... Il y a trop de choses dans ma tête. Oui. On va la faire à Abidjan. Parce que vous savez, déjà, depuis les premières éditions, on a commencé à recevoir des candidats qui postulent depuis d'autres pays, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo. Et cette année, surtout, on a eu un candidat qui a carrément voyagé d'Abidjan pour Cotonou, juste pour OC Award. Donc on s'est dit, ben, c'est le moment de délocaliser, de faire profiter de cette opportunité-là à d'autres jeunes africains. Peut-être après Abidjan, ce sera à Lomé ou je ne sais pas. C'est le rêve qu'on a et on espère que Dieu va le bénir. Il y a également cette initiative à mettre à votre actif, le prix des personnalités et des talents qui se démarquent. C'est exactement ça, Afrique, Open Conscience Award. Tout à fait. Je pense que tout se passe bien également à ce niveau. Comment, en quelques mots, comment peut-on caractériser Précieuse Nadi? Précieuse Nadi, c'est une femme vraie, c'est une femme loyale, c'est une femme authentique, une femme qui aime sortir des cases, qui aime faire les choses avec le cœur, qui aime changer des vies, je suis la safe place de mes amis, c'est ce qu'ils me disent. Et il paraît aussi que tout ce que je touche se transforme en or. Donc, en résumé, j'ai envie de dire, c'est ça, Précieuse Nadi. D'accord, Précieuse Nadi, un cœur libre ou en cage? Vous savez, c'est une question. C'est une question? C'est une question. Ah, je dois répondre? Oui. D'accord, les artistes, généralement, d'un cœur ou des cœurs très singulier, un peu trop singulier, mystérieux, sensible parfois. Et j'ai envie de garder le mystère autour de ce cœur-là dont on prend soin au quotidien. D'accord, d'accord. On va parler de vos projets. Il y a des morceaux qui sont en attente. Bien sûr. Alors, à quand la sortie? À quand la sortie? Vous savez, je fais partie des gens qui, dès qu'ils partagent leur projet ou dès qu'ils disent ce qu'ils doivent faire et quand ils doivent le faire, ils ne le font jamais. Donc, à partir de ce moment, je me dis non, je ne donne plus de date, je ne préviens plus, je viens, tac, comme ça, et les gens voient que c'est prêt. En tout cas, il y a des choses qui se préparent. Très bien, beaucoup de choses qui se préparent. Et vous n'êtes pas prêt. Franchement, j'ai pris... il faut dire que je suis passée à la télé il y a 10 mois pratiquement que je ne fais pas d'apparition publique et tout ça pour des raisons personnelles. Mais aujourd'hui, je reviens et j'ai envie de dire que voilà, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui s'inquiètent, qui laissent des messages et tout ça, que je vais bien, qu'il y a de belles choses qui se préparent. Je vous demande juste d'être patient et voilà. Nous sommes en période de fin d'année bientôt, hein, des concerts et tout.
Rien n'est planifié pour le moment ou on garde ça toujours en secret? Alors, des concerts, il y en a à Cotonou, il y en a ailleurs. Donc, s'il y a des promoteurs qui souhaitent m'avoir sur des concerts, on reste ouvert. D'accord. Un mot à l'endroit des fans? Un mot à l'endroit des fans. Ne laissez jamais personne vous faire croire que vous ne pouvez pas réaliser vos rêves. Et pendant longtemps, j'ai pensé que la réussite, c'est avoir des trophées, c'est avoir beaucoup de vues sur Internet et tout. Mais finalement, je crois que la réussite, c'est pouvoir laisser un impact humain positif dans les cœurs des gens. Donc, ne soyez pas omnibulés par le monde faux dans lequel nous sommes aujourd'hui sur Internet. Restez serein, authentique et égal à vous-même. D'accord. Est-ce qu'on peut finir avec la reprise de Décoller? Une reprise? Oui, on peut chanter. Vous voulez chanter avec moi? Non, vous chantez, je vais vous écouter. Vous voulez chanter avec moi? On va chanter ensemble. Oui, on y va. On commence par où? Par le début. Il n'y a personne qui montre à l'oiseau comment voler. Personne qui montre à l'enfant comment marcher. Là où tu penses que les portes sont fermées, c'est là que le miracle va s'opérer. Mon ami, il faut supporter. Ma chérie, il faut supporter. Yeah. Ils vont se moquer, ils vont critiquer, mais ils deviennent petits quand l'avion a décollé. C'est bon? Précieuse Nadi en direct sur le plateau du grand format. C'était notre artiste de la semaine. Merci de votre passage par ici. On va dire très bonne chance pour la suite de Merci, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, monsieur Idrissou. J'ai passé un très bon moment et voilà, merci encore. D'accord, merci et bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 26 octobre 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Anandana, c'est à Copargo. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.